En entendant des pleurs chaque nuit, la caméra capture la vérité qui fait froid dans le dos de tout le monde. À la fin de l'automne, il fait généralement plus froid que d'habitude à Columbus, mais personne dans le bloc 9 ne s'attendait à ce que le froid le plus intense vienne non pas du vent, mais de l'autre côté du mur de Monsieur Matthew. Monsieur Matthew, 67 ans, était un homme discret, retraité après 30 ans comme ingénieur en bâtiment. Il vivait avec sa femme, Madame Evelyn, dans une petite maison à 2 étages, entourée de lierre. Du balcon du 2e étage, il avait une vue dégagée sur la rue en contrebas, et plus particulièrement sur la maison d'en face, celle où vivait la famille Vincent. Encore une fois, pile à l'heure, murmura Monsieur Matthew, tenant une tasse de thé chaud. Ils ont encore éteint les lumières à 21h précises. Rien d'étrange à cela, Matthew, répondit Evelyn, les yeux fixés sur le livre posé sur ses genoux. Les gens ont des habitudes. Mais tu ne trouves pas ça bizarre, dit-il, le regard toujours fixe. Les lumières du salon restent allumées, mais la petite chambre à l'étage, où dort la petite Ella, est complètement sombre. Et fermée à clé. Je n'ai jamais vu un enfant dormir sans veilleuse. Tu te fais encore des idées. Peut-être qu'ils lui apprennent juste à dormir à des heures précises, loin des écrans. Comme les enfants d'aujourd'hui. Monsieur Matthew ne répondit pas, mais ses yeux restèrent fixés sur la fenêtre du 2e étage de la maison de l'autre côté de la rue. Cette nuit-là, vers 22h, alors que Monsieur Matthew lisait le journal, il a soudainement pris la parole. « Evelyn, as-tu entendu ça ?»« Entends quoi ?»« Chut. Écoute. » De la maison d'en face lui parvint un faible sanglot. Ce n'était pas clair, mais pour ses oreilles aiguisées par des années d'attention aux détails, il savait que ce n'était pas un son de télévision. Une minute plus tard, les pleurs légers se sont transformés en sanglots entrecoupés, comme si quelqu'un essayait de réprimer sa douleur. « Matthew, ce ne sont pas nos affaires. »« Non, mais comment une enfant peut-elle pleurer comme ça, dans sa chambre, sans que ses parents ne le remarquent ? As-tu déjà vu Laura ou Vincent lui témoigner de l'affection ? Tu es encore paranoïaque. » Le lendemain matin, Monsieur Matthew est allé rendre visite à son voisin, Monsieur Philippe, un homme sympathique avec un talent pour les commérages. « Philippe, as-tu remarqué quelque chose d'étrange dans la maison d'en face ? Les Vincent ? Oh, ce type ? Beau, poli. Sa femme est toujours habillée comme si elle allait à un gala. Et la fille, est là, on dirait une poupée de porcelaine, non ? L'as-tu déjà vue aller à l'école ? Philippe fronça les sourcils. Maintenant que tu le dis, non. Peut-être qu'elle fait l'école à la maison. Ils ont de l'argent et ils ont probablement engagé un tuteur. Et la nuit ? Tu as entendu quelque chose ? Philippe a ri. Je dors comme un mort, Matthew. Un incendie pourrait éclater et je le raterais. Mais si tu poses cette question, je parie qu'il se passe quelque chose. Monsieur Matthew ne répondit pas. Il se contenta de regarder la fenêtre du 2e étage de la maison des Vincent, toujours couverte d'épais rideaux, d'où ne s'échappait pas un seul rayon de lumière. La 2e nuit, à 21h10 exactement, il entendit clairement ce qui ressemblait à des coups légers contre le mur. « Ça ne peut pas continuer », murmura-t-il. Le lendemain, il s'est rendu dans un magasin d'électronique. « En quoi puis-je vous aider, monsieur ?» demanda un jeune vendeur. « J'ai besoin d'une petite caméra, quelque chose que je puisse placer sur le rebord d'une fenêtre. Il faut qu'elle ait une vision nocturne. » Juste là, monsieur. Celui-ci est mini. Il se connecte directement à votre téléphone. Il n'a même pas besoin de Wi-Fi. De retour chez lui, il monta au 2e étage, ouvrit la petite fenêtre et pointa la caméra vers la fenêtre en verre de la maison de l'autre côté de la rue, celle qu'il croyait appartenir à la chambre d'Ella. « Vieil homme, que fais-tu » demanda Evelyn en intervenant. « Ne t'inquiète pas. J'ai juste besoin de savoir la vérité. » Cette nuit-là, il est resté éveillé. L'écran du téléphone affichait clairement la pièce d'en face. Rien ne s'est passé. La nuit suivante fut la même. Mais la 3e nuit, l'image qui est apparue l'a presque fait lâcher le téléphone. Ella était assise par terre, plaquée contre le mur. Elle portait une robe blanche. Ses mains semblaient attachées dans le dos. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant l'obscurité. 1 minute. 5 minutes. 10 minutes. Pas un seul mouvement. Il a rembobiné la vidéo. Pas d'erreur possible, la petite fille était retenue captive. Le lendemain matin,
il a imprimé les images et les a apportées au poste de police. Je soupçonne une maltraitance infantile. Ce sont des images que j'ai enregistrées. Le jeune officier au comptoir haussa un sourcil et examina les photos. Avez-vous installé une caméra cachée dans la maison de quelqu'un? Non, j'ai filmé depuis ma fenêtre. Cet enfant est enfermé toutes les nuits. Je l'ai entendu pleurer. J'informerai mon supérieur. 3 heures plus tard, 2 policiers arrivèrent au domicile des Vincent. Monsieur Mathieu observait la scène de loin, le cœur battant. Vincent ouvrit la porte en souriant comme d'habitude. Que se passe-t-il, officier? Nous avons reçu un signalement d'un voisin. Il s'agit de votre fille, possiblement détenue dans des conditions inappropriées. Nous devons enquêter. Laura est apparue. Il doit y avoir un malentendu. Ella apprend tout juste à dormir seule. Elle n'y est pas encore habituée. Les officiers montèrent à l'étage. La porte de la chambre d'Ella était grande ouverte. La pièce était propre, rangée, doucement éclairée par une lampe blanche et chaude. Ella était assise sur le lit, vêtue d'une robe rose, les cheveux soigneusement tressés. Elle souriait doucement. « Ça va, chérie? » « Oui. Je suis très heureuse. »« Quelqu'un t'a frappé? » ?»« Non. J'aime mes parents. » Depuis le rez-de-chaussée, Monsieur Mathieu a regardé les officiers sortir, l'air détendu, et son cœur s'est serré. En passant, Vincent murmura, « Tu m'as fait honte. » Ne pense pas qu'il n'y aura pas de conséquences. Laura émit un petit rire doux et méprisant. Les personnes âgées ont vraiment trop de temps. Ce soir-là, Philippe est venu frapper à la porte de Monsieur Mathieu. C'est pas grave, hein? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Philippe, tu me crois? Je l'ai vu. Ligoté. Assise pendant des heures dans le noir. Philippe resta silencieux un moment. Je te crois. Mais ils sont élégants. Riches. Influents. Ils savent comment brouiller les pistes. Alors, que dois-je faire? Philippe secoua la tête. Je veillerai avec toi. Mais fais attention. Ne leur montre pas que tu veilles toujours. Monsieur Mathieu hocha la tête, ses yeux une fois de plus fixés sur la fenêtre sombre de l'autre côté de la rue. Personne ne savait qu'à l'intérieur de cette pièce, 2 petits yeux l'observaient, derrière le rideau. Et dans cette bouche, les mots étaient avalés, comme une mélodie trop tordue pour être entendue. La pluie est revenue ce week-end. Le ciel de Columbus était lourd, les gouttes de pluie atterrissant sur le rebord de la fenêtre de Monsieur Mathieu comme des battements solennels. Mais rien n'était plus triste que l'image qu'il venait de capturer. Elle? Cette petite fille aux cheveux noirs n'était plus simplement assise en silence dans le noir. « Evelyne, viens ici un instant », appela Théil, sa voix plus grave que d'habitude. Sa femme repoussa la couverture et sortit sur le balcon. « Et maintenant? Regarde. » Il lui tendit le téléphone. Oh mon Dieu! Dans le cadre noir et blanc, Ella se tenait debout, le dos appuyé contre le mur. Un cadre rectangulaire en bois était posé près d'elle. Devant elle, un petit tabouret en bois sur lequel était posée une longue règle. La fille se tenait droite, les bras le long du corps, comme si elle était forcée de maintenir cette posture. 1, 2, 3, marmonna Monsieur Mathieu. Plus de 10 minutes passèrent. Ella ne bougeait toujours pas. Ce n'est qu'à la 15e minute que la petite fille a commencé à fléchir aux genoux. 3 secondes plus tard, la silhouette de Vincent apparut, entrant dans le cadre. Il saisit la fille par l'épaule, la redressa brusquement, puis au boum un bruit sec retentit lorsque la règle heurta les jambes d'Ella, lui envoyant un frisson dans le dos. « Idiot! Si tu n'arrives pas à maintenir ta posture, comment veux-tu concourir? Recommence. » Les sanglots d'Ella ne s'échappaient pas complètement de sa gorge, mais c'était clair, elle pleurait en silence. « Ça suffit, » halta Evelyne en serrant fermement son téléphone. « Il faut que tu apportes ça quelque part, au service de protection de l'enfance, à la presse, à n'importe qui. J'ai déjà essayé. Tu le sais. Personne ne m'a cru. Ils ont tout nettoyé. Ils ont entraîné la fille à mentir. À monter un spectacle. Ils ont l'argent et l'intelligence pour tout couvrir. » Evelyne se mordit la lèvre. Ensuite, on continue à filmer. Filmer jusqu'à obtenir suffisamment de preuves irréfutables. Monsieur Mathieu regarda sa femme, comme si, après toutes ces années,
il voyait pour la première fois une véritable partenaire dans cette bataille silencieuse. À partir de ce jour, chaque soir à 20h45, il allumait l'appareil photo, chargeait complètement la batterie et ajustait soigneusement l'angle. Le lendemain, il vit Ella assise par terre, les mains dans le dos, visiblement attachée. Ses yeux étaient à peine ouverts, ses cheveux en bataille, ses épaules tremblantes. La voix de Laura, hors champ, glaciale et tranchante, résonnait, l'entraînement d'aujourd'hui n'était pas suffisant. Avec ou sans bleu, il faut se tenir correctement sur scène. On n'élève pas un enfant inutile. Une autre fois, Ella fut obligée de marcher à reculons dans la petite pièce, chaussée de minuscules talons hauts. Un grand miroir se dressait devant elle. La fille trébucha, faillit tomber, et Laura cria « Ne perds pas l'équilibre. Remarche. Regarde-toi dans le miroir, dos droit, menton relevé. » Vincent se tenait à proximité, un fouet en cuir fin à la main. Son visage était glacial. Lorsqu'Ella trébucha à nouveau, Vincent rugit « Il n'y a pas de place pour déshonorer cette famille. Tu dois être une star, j'ai tout misé sur toi. » La fille s'est effondrée. « Lève-toi. Tu crois que le mannequinat est un jeu ? » Ella ne bougea pas. Vincent s'élança vers elle et la gifla violemment. « Vincent, espèce de salaud. Elle n'a que 8 ans. » La voix de Laura baissa, mais ne s'apaisa pas, et si on la laisse comme ça, elle sera encore une ordure inutile à 18 ans. Dans le coin de la pièce, Monsieur Matthew serrait les poings, tremblant en regardant l'écran. Le lendemain, il a publié d'autres images, compilé des clips vidéo et envoyé des courriels anonymes à 3 agences de presse. Aucune réponse. Il a cherché le numéro de téléphone du centre de protection de l'enfance de la ville. Une femme a répondu. « Je suis désolé, monsieur, mais nous avons besoin de preuves juridiquement vérifiables. » Des images montrant clairement le visage de l'enfant, la date et l'heure, et des faits graves qui ne peuvent être mis en scène. C'est notre protocole. Vous parlez d'une enfant forcée à rester debout pendant des heures et battue lorsqu'elle s'évanouit. Ce n'est pas assez grave pour vous ? Je comprends vos émotions, mais si nous procédons sans preuve légale et que les autorités ne trouvent rien, les parents de l'enfant pourraient intenter une action en justice. Dans ce cas, ça suffit, l'interrompit-il, la voix tendue. Merci. Ce soir-là, Philippe apporta une bouteille de vin. Je me suis dit que tu pourrais faire quelque chose pour apaiser la tension. J'ai parlé à un vieil ami. Il travaille à la chaîne d'information locale. Si c'est sérieux, il pourrait le diffuser à la télévision. Merci, Philippe. Je sais que tu prends un risque en m'aidant. Nous sommes tous humains, Matthew. On ne peut pas fermer les yeux. Les 2 hommes étaient assis sur le porche sous un petit auvent, la pluie tombait doucement, les lampadaires brillaient faiblement. Tu as des enfants, Philippe ? Oui. 2. Un garçon et une fille. Ils vivent à Santa Clarita. Si c'était ta fille, pourrais-tu le supporter ? Philippe regarda au loin. Non. Je démolirais cette maison s'il le fallait. Le lendemain, Monsieur Matthew vit Ella se produire devant une petite caméra. Laura ajusta la robe et se maquilla pour cacher les bleus sur les jambes de la jeune fille. Souriez. Soyez fort. Ouvrez grand les yeux. Ne laissez personne voir que vous êtes fatigué. Je suis tellement fatigué, maman. Il n'y a pas de maman ici. Juste le réalisateur. Compris ? Recommence. Je suis fatigué. J'ai dit, fais-le encore. Une autre gifle. Laura se détourna et redémarra la caméra. La dernière photo de ce jour-là, Ella, petite, assise seule derrière un rideau, les cheveux lui couvrant la moitié du visage. Dans ses mains, un papillon en papier, plié à partir d'un bout de papier. Monsieur Matthew le fixa, les yeux rouges. Evelyne lui tendit un mouchoir. Nous ne pouvons pas abandonner. Plus tard, Philippe a envoyé un message. La chaîne de télévision souhaite au moins un clip vidéo original avec le son. Pouvez-vous me l'envoyer ? Oui. Je choisirai la plus claire. Avec le message, il a écrit, elle s'appelle Ella. Elle est en train de mourir dans cette pièce. Il savait que Vincent et Laura se préparaient pour un grand concours. Philippe mentionna le nom d'Henri Logan, un célèbre créateur de mode pour enfants, comme sponsor principal du prochain concours national auquel Ella participerait. Ils essaient de la transformer en instrument, murmura-t-il. Quel qu'en soit le prix. Ce jour-là, pour la première fois,
il vit Ella s'effondrer alors qu'elle marchait sur un podium dans sa chambre. Vincent, furieux, renversa une chaise. « Tu n'as pas le droit de m'humilier. Jamais. Tu es la seule chose dans laquelle j'ai investi. J'ai misé mon avenir sur toi. Tu comprends ?» Ella gardait la tête baissée. Sur l'écran, la petite fille serrait les poings et se mordait la lèvre jusqu'au sang. Les derniers jours de l'automne s'écoulaient lentement. Le temps n'appartenait plus à l'horloge, mais à chaque pression sur le bouton d'enregistrement du minuscule appareil photo. C'était le 11e jour consécutif de tournage, et cette fois, quelque chose était différent. « Evelyne, regarde bien, dit-il, la main tremblante, tandis qu'il repassait la vidéo au ralenti. Tu vois ce cadre en bois? Cette fois, il est aussi attaché autour de ses hanches. Il la force à rester immobile. Ses jambes tremblent. Regarde. » À ce moment-là, Ella bascula sur le côté. Le cadre en bois s'écroula avec elle, dans un léger bruit. « Je suis désolé, mes jambes me font tellement mal. » Sa voix n'était guère plus qu'un souffle. « Lève-toi. » Vincent s'est précipité vers elle, l'a attrapée par les cheveux et l'a tirée sur ses pieds. « Tu crois que c'est suffisant pour devenir mannequin? Tu dois apprendre à te tenir debout comme une statue. À performer comme un robot. Tu es né pour ça. Je veux juste dormir un peu. » Clac, une autre gifle retentit. Matthew frappa du poing sur la table, faisant trembler la lampe. « Je ne lâcherai rien. Je le jure. » Le lendemain matin, il s'est rendu au cabinet d'un avocat local. Il savait qu'il devait suivre les procédures appropriées. « Nous aurons besoin de preuves précises. Pouvez-vous extraire les clips vidéo avec l'horodatage, la localisation précise et les documents de vérification? Des papiers de vérification? Oui. Comme la confirmation par un expert indépendant que la vidéo est authentique et non modifiée. Ou la déclaration d'un témoin. Je suis le témoin. Tu habites en face. Ils diront que tu as peut-être inventé ça. Ou que c'est juste une bêtise. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Il partit, serrant fermement le dossier. Un vent froid souffla dans la rue, lui rappelant les nuits où Ella tremblait dans le noir. Philippe a appelé le soir même. J'ai demandé à un ami. Il travaille dans l'analyse d'images numériques. Il peut vérifier l'authenticité de la vidéo, mais cela prendra quelques jours. Fais-le. Dès que possible. Une dernière chose. J'ai entendu dire que Vincent avait signé un contrat préliminaire avec le designer Logan. Si Ella est parmi les 3 premières du prochain concours, elle sera l'égérie de sa marque. Il légalise l'utilisation de cet enfant comme outil de profit. Et une fois que les médias l'auront encensée, ce sera encore plus difficile de la sauver. Matthew ne répondit pas. Il se leva et se dirigea vers le balcon. La fenêtre de la chambre d'Ella était à nouveau plongée dans l'obscurité. Exactement à 21h15, la caméra a montré Laura entrant dans la pièce, tenant un panneau de contrôle d'éclairage. N'allumez pas trop fort. Les juges n'aiment pas les regards agressifs. Ella resta assise, le visage pâle, les cheveux défaits. Je ne veux pas concourir. Ça n'existe pas. Tu es né pour ça. J'ai peur. Tu dois gagner. C'est la seule façon de vivre dignement. J'ai donné ma vie entière pour toi, Ella. Ne me déçois pas. La petite fille ne dit rien de plus. Alors que Laura quittait la pièce, Ella tourna doucement son visage vers la fenêtre, directement vers la caméra. Pour la première fois depuis des jours, Monsieur Matthew vit son visage sans maquillage, sans un sourire. C'était son vrai visage, pâle, épuisé, les yeux cernés de cernes, et désespéré. « Je pense qu'elle sait que nous la surveillons, » murmura Evelyne. « Je le pense aussi. Est-ce dangereux pour elle? Nous devrons garder une longueur d'avance. » Le lendemain, M. Matthew a envoyé l'intégralité des vidéos originales au contact médico-légal de Philippe. Il a également demandé à un vieil ami, Robert, ancien officier médico-légal, d'y jeter un œil. Robert est venu chez lui. Après avoir regardé la vidéo où Ella était forcée de marcher à reculons en talons hauts et de tomber, il n'a dit qu'une chose. C'est de la torture. On peut le présenter sous couvert de formation, mais au fond, il s'agit de maltraitance infantile. Voudriez-vous témoigner? Oui. Si l'affaire est portée devant les tribunaux. Merci, Robert. Cette nuit-là, Ella fut contrainte de rester debout pendant 2 heures d'affilée.
Après le départ de Vincent et Laura, elle s'effondra au sol. Se redressant, elle sortit un petit stylo de sous son oreiller et écrivit discrètement sur le mur en minuscules lettres. « Je suis fatiguée, je ne veux plus vivre dans cette cage. » Les lettres tremblaient. L'encre était maculée de larmes. Philippe a envoyé un message. La chaîne d'information est disposée à réexaminer l'affaire. Si les images sont vérifiées légalement, elles pourraient être diffusées anonymement la semaine prochaine. Mathieu répondit, peuvent-ils cacher le visage de la fille? Oui. Et son nom restera confidentiel. Monsieur Mathieu leur a immédiatement envoyé par email 3 clips, l'un montrait Ella ligotée, debout à côté d'un cadre en bois, le deuxième montrait Vincent criant et frappant ses jambes alors qu'elle tremblait, le troisième révélait Laura forçant Ella à se maquiller et à répéter comment cacher ses ecchymoses. La chaîne de télévision a répondu, nous diffuserons cela dans le segment La Vérité oubliée ce vendredi prochain. Mathieu serra les lèvres. Encore quelques jours. J'espère que la fille tiendra le coup. Mercredi matin, il vit Ella monter dans une voiture avec sa mère. Sa main était bandée. Laura sourit à une voisine et dit, elle est tombée en s'entraînant à marcher. Les enfants, hein? Tellement maladroite, c'est adorable. Son sourire était le même, fin, faux et froid. Ce jour-là, Philippe a couru. Des nouvelles. Les gens de Logan sont venus directement chez Vincent pour finaliser le contrat. Si Ella remporte le concours, ils s'installeront définitivement à Miami. Toute cette histoire disparaîtra. Mathieu s'enfonça dans son fauteuil. Non, on ne peut pas la perdre de vue. Il faut les retarder, au moins jusqu'après la diffusion. Philippe réfléchit un instant. Et si je me faisais passer pour un membre du personnel de l'événement? Je rendais visite aux Vincent, je leur posais quelques questions, je faisais semblant d'être à l'hôpital avant le concours? Peut-être que je trouverais une excuse pour intervenir. C'est risqué. Cela en vaut la peine. Mathieu commença à écrire une lettre manuscrite, adressée à quelqu'un qu'il avait connu pendant son service militaire en Oregon. Cet homme était désormais inspecteur de police. La lettre disait: « Je vous en supplie. Je sais que je suis vieux, mais cet enfant mourra si personne n'intervient. » Ceci comprend un extrait vidéo et la déclaration d'un témoin professionnel. Je suis prêt à témoigner au tribunal. Il scella la lettre, la déposa dans la boîte aux lettres, puis s'assit tranquillement devant l'objectif. À cet instant, Ella s'approcha de la fenêtre. Elle tenait un morceau de papier plié en forme de papillon. Elle fixa l'objectif, puis leva lentement la main et déchira le papillon. Jeudi après-midi, le ciel au-dessus de Columbus était couleur d'un bleu qui s'estompait. Monsieur Mathieu était assis dans le salon. Sur la table gisaient des piles de documents, d'images imprimées, de clés USB et de documents personnels de la famille Vincent. Evelyne se tenait à côté de lui et posait doucement sa main sur son épaule. « Tu devrais te reposer un peu. Tes yeux sont injectés de sang. » « Je ne peux pas. Le concours a lieu ce week-end. Si on n'agit pas vite. » Evelyne soupira. « Mange au moins quelque chose d'abord. » Monsieur Mathieu secoua la tête, les yeux toujours rivés sur l'écran. Ella y apprenait à se maquiller. Laura se tenait derrière elle, un pinceau et un flacon de fond de teint à la main, bavardant sans arrêt comme une machine. « Couvre tes cernes, illumine tes joues, ne laisse pas apparaître le bleu sous ton menton là, comme ça. Relève la tête. Sourire doux. Bien. Mais ton regard est encore trop terne. Recommence. » Ella frissonna. Je ne veux plus porter de rouge à lèvres. Pour qui te prends-tu? Une enfant normale? Non. Tu es Ella Smith, l'enfant modèle de demain pour l'Amérique. La fille resta silencieuse, ses lèvres tremblantes. Recommence. Souris. Répète ta réplique. Ella répéta dans un murmure, je suis très heureuse. Pas assez fort. Encore une fois. Je suis très heureux. Bien. C'est ma fille. On frappa à la porte. Vincent entra, une pile de documents à la main. Ils l'ont confirmé. La compétition californienne de ce week-end sera médiatisée et filmée en direct. Si elle se classe parmi les 3 premières, Logan signe immédiatement. Laura se tourna vers Ella et frappa dans ses mains. Tu entends ça? Tout ce que tu as à faire, c'est, pas, fais une erreur. Je suis si fatigué. La fatigue n'existe pas. Tu es un guerrier.
Mathieu a enregistré toute la scène. Puis il a ouvert le dossier d'enquête que Philippe avait rassemblé. Ella n'avait jamais été inscrite dans une école officielle. Laura avait inscrit sa fille à des cours particuliers au défilé, cours de chant, théâtre, français tous organisés à la maison ou dans des studios appartenant à des amis du monde du spectacle. Pas d'amis. Pas de professeurs indépendants. Pas d'activités extrascolaires. La fille vivait comme un produit programmé. Le lendemain, Philippe apporta un épais dossier. Voici la liste de toutes les petites auditions, tournages publicitaires et mini-spectacles auxquels Ella a participé au cours de l'année écoulée. Chacun d'eux a été signé par ses parents. Personne n'a jamais vérifié sa santé physique ou mentale. Mathieu a lu chaque ligne. Méga séance photo pour la marque de vêtements pour enfants Lilioc. Remarque, la fille est très obéissante, peut suivre des instructions strictes. Juillet publicité pour un parfum pour enfants. Le tournage a duré 7 heures. Ella n'a eu droit qu'à 2 pauses de 15 minutes. Août défilé de mode de Santa Clarita. Ella s'est évanouie dans les coulisses à cause de la déshydratation, mais a quand même été ramenée sur scène pour une deuxième promenade. Philippe frappa la table. Comment se fait-il que personne n'ait rien vu? Pourquoi personne ne s'est demandé pourquoi une fillette de 8 ans ressemblait à un fantôme sur toutes les photos? Mathieu ferma les yeux. Parce que tout le monde était trop occupé à admirer le maquillage. Cette nuit-là, il filma une scène où Ella se tenait devant un miroir. 2 épaisses couches de poudre recouvraient ses joues. Un léger bleu était visible sous la lumière. Lève la tête. Ton épaule gauche est trop basse. Ton dos est courbé. Regarde encore. Recommence, aboya la voix de Laura. Je veux aller à l'école. Tu n'as pas besoin d'école. Les enfants finissent leurs études et finissent quand même au chômage. Tu n'as pas été choisi pour vivre une vie ordinaire. Je veux des amis. Des amis? Ceux qui sont jaloux parce que tu es plus belle? Non. Tu n'as pas besoin d'amis. Tu as besoin de victoire. Cette phrase a frappé Mathieu comme un couteau émoussé dans le crâne. Le lendemain matin, il a décidé d'appeler une vieille connaissance, Teresa, qui travaille désormais au centre de protection de l'enfance de l'État. Teresa, je sais que je suis vieux, mais je t'en prie, crois-moi. J'ai des vidéos, des témoignages, et même un compte rendu détaillé des moments où Ella a été forcée de se produire. Oncle Mathieu, tu sais que nous avons des procédures. Sans plainte directe de la victime ou de son tuteur, nous ne pouvons pas intervenir. Elle est enfermée, bâillonnée, obligée de mentir. Comment est-elle censée se dénoncer? Je comprends, mais si vous avez des images vérifiées, vous pouvez transmettre le dossier à la police. Elle pourra coordonner une enquête. Oui. J'attends la confirmation de l'analyste. Alors, envoie-le-moi dès que tu l'auras. Je serai de ton côté. Alors qu'il raccrochait, Philippe entra en tenant un dossier. Voilà. L'analyste vient de renvoyer la vérification. Les images sont authentiques, non modifiées, et les horodatages correspondent aux données GPS de la caméra. J'en ai imprimé 3 copies. Nous les soumettrons avec le rapport écrit. Pouvons-nous déposer un rapport temporaire sans le consentement du tuteur? Philippe hocha la tête. En vertu de la nouvelle loi modifiée, en cas de suspicion de maltraitance d'enfants avec des preuves préliminaires, un tiers peut déposer une plainte en tant que témoin social. Faisons-le maintenant. Ce jour-là, les 2 hommes se rendirent au commissariat de police de la ville avec le dossier complet. L'officier d'accueil, le lieutenant Grant, feuilleta les documents et fronça les sourcils. C'est grave. Mais le plaignant, c'est vous, un voisin? Oui. Et voici une vidéo prise par une caméra que j'ai placée à ma fenêtre. Elle comprend des vérifications médico-légales et des témoignages de témoins professionnels. Philippe lui a remis les documents. Je suis le vérificateur. Je confirme l'authenticité des images. Grant examina les photos et les extraits imprimés. Arrivé à la scène où Ella tremblait en marchant à reculons sur ses talons, il leva les yeux. Je vais immédiatement signaler cela à mes supérieurs. Mais le processus d'examen prendra plusieurs jours. En attendant, je vous demande à tous 2 de respecter la confidentialité. Mathieu hocha la tête. Je veux juste que la fille soit en sécurité. Ce soir-là, il rentra chez lui et s'assit dans le noir. Ella réapparut à l'écran. Elle s'entraînait à son entrée en scène, s'inclinait, se retournait, puis marchait. Mais soudain,
Elle tituba. Vincent s'est précipité à l'intérieur, la voix basse et menaçante. Tu ne peux pas tomber sur scène. Sais-tu combien de personnes attendent que tu brilles? Je ne vois plus rien. Laura a couru. Elle est en feu. Arrêtons-nous pour aujourd'hui. Non. Aucune faiblesse n'est tolérée. À si peu de temps du combat, elle doit gagner. On va lui donner quelque chose. Matthew resta figé. Il s'apprêtait à administrer des analgésiques à un enfant de 8 ans. Un bip retentit. Un message de Teresa. Nous enverrons un membre du personnel infiltré dans les coulisses de la compétition pour observer Ella. Nous ne pouvons pas agir plus tôt. Philippe jeta un coup d'œil à l'écran. Trop lent. Ils vont tout couvrir de robes et de maquillage. Personne ne verra la vérité. Matthew se leva. Je dois y être. Je dois le voir de mes propres yeux. Philippe hocha la tête. Je connais une certaine Paige. Elle travaille avec les organisateurs de l'événement. Elle pourrait vous aider à accéder aux coulisses si vous vous faites passer pour un membre de l'équipe. Contactez-la. Vous êtes sûr? Si vous êtes pris. Rien n'est plus effrayant que de fermer les yeux. Ce soir-là, Vincent emmena Ella pour un dernier essayage. Une robe blanche à volants, descendant jusqu'aux genoux, avec des fleurs brodées sur la poitrine et des manches bouffantes. Laura avait demandé au tailleur de coudre une fine couche sur les épaules pour cacher les bleus. Ella resta silencieuse. Elle resta immobile, telle une statue. Tu es magnifique, Ella, dit doucement Vincent. Demain, tu seras la petite reine de la scène. Je veux rester à la maison. Non. Tu participeras, tu gagneras et tout le monde t'admirera. Mais je veux juste rester à la maison, manger des nouilles, dormir, sans projecteur. Laura s'agenouilla, le front collé à celui de sa fille. Tu n'as pas le choix, Ella. C'est ton destin. Matthew a enregistré chaque image de la vidéo. Les yeux d'Ella étaient ternes, complètement dénués de vie. Le jour du concours, Matthew s'est réveillé à 5 heures du matin. Vêtu de noir, il portait un petit enregistreur caché sous son manteau. Philippe avait contacté Paige, une femme aux cheveux courts d'une trentaine d'années qui avait travaillé pour de nombreux événements de mode. Elle l'attendait à l'entrée arrière de la salle. « Tu es Matthew ? » ?»« Oui. Je ferai n'importe quoi pour entrer. Suivez-moi. Je vous dirai que vous êtes là pour vérifier l'éclairage de la salle d'attente. N'éveillez pas les soupçons. » Matthew hocha la tête. Son cœur battait fort tandis qu'il traversait les couloirs, imprégné d'une odeur de produits chimiques et de parfums. Dans les coulisses, c'était un autre monde, des enfants se dépêchaient de se changer, se faisaient maquiller comme des adultes brandissaient des feuilles de match, des horaires de scène, des micros sans fil. On entendait des cris, des appels, le vrombissement des sèche-cheveux, le cliquetis des talons au partout. Paige le conduisit dans un coin tranquille derrière la scène. D'ici, tu pourras observer sans être vu. Je trouverai un moyen de te rapprocher d'Ella si besoin. Matthew la remercia en serrant fermement l'enregistreur. Quand Vincent et Laura firent entrer Ella, les coulisses semblèrent s'immobiliser. Tout le monde en resta bouche bée. Oh waouh! C'est la petite Ella? Elle est magnifique. Elle a l'air tellement professionnelle. Elle est vraiment dans le top 3. Laura sourit en ajustant la robe de sa fille. Vincent commença à examiner son teint sous les lumières, les coutures de la robe, ses cheveux et ses ongles. Matthew se tenait derrière le rideau, la rage bouillonnant en lui. Tout le monde voyait la surface glamour. Personne ne voyait les cordes cachées sous la soie. Ella a été emmenée dans la salle de repos des concurrents, où les parents ont été invités à sortir 10 minutes pour que les enfants puissent se détendre avant de se produire. Matthew en a profité pour suivre Paige et s'approcher pendant que les autres membres du personnel étaient occupés. Paige fit signe, 5 minutes. Allez-y. Il entra. Ella était assise seule, les genoux serrés, les yeux rivés au sol. Elle leva les yeux. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle le reconnut. C'est toi, murmura la petite fille. Tu te souviens de la caméra à la fenêtre? C'est moi qui l'ai installée. Ella hocha lentement la tête. J'ai tout vu. Je suis là pour vous aider. La jeune fille secoua doucement la tête. Personne ne peut t'aider. Il y a des gens qui te croient. La police surveille la compétition. Si tu dis la vérité, si tu dis je ne veux pas me produire,
tout pourrait changer. Ils vont me frapper. Non. Plus maintenant. Ella le fixa du regard. Puis elle sortit de sa manche un petit morceau de papier plié en forme de fleur. Je plie encore du papier tous les soirs. Je n'ai plus de place pour écrire. Matthew l'a pris. À l'intérieur, la minuscule écriture était compacte. Je ne veux pas être mannequin. Je veux des amis. Je veux aller à l'école. Je veux faire de la balançoire. Je veux vivre dans une autre maison. Un membre du personnel est entré. Le temps est écoulé. Ella, vient sur scène. Matthew s'éloigna rapidement, se fondant dans la foule. Sa main serrait fermement le billet plié. Sur scène, le projecteur éclairait le grand rideau. La voix du présentateur résonnait. Ensuite, veuillez accueillir la candidate Ella Smith, qui présente la collection joyaux de la brume matinale. Le rideau s'ouvrit. Ella sortit. Sa robe blanche étincelante scintillait. Elle marchait lentement, chaque pas lançant un cœur fatigué. Matthew se tenait en silence dans les coulisses. Il savait que si Ella prononçait une seule phrase ou une seule, cela pourrait tout changer. Les applaudissements résonnèrent dans l'élégant auditorium. Tous les regards se portèrent sur le centre de la scène, où les lumières baignaient une petite silhouette tremblante d'une splendeur éblouissante. Ella sortit telle une poupée mécanique. Chaque pas était raide, disloqué, comme si chaque articulation implorait de s'arrêter. La robe d'un blanc immaculé flottait au moindre tremblement de ses jambes fragiles. Au premier rang, Vincent était assis, les bras croisés, les yeux rivés sur sa fille. À côté de lui, Laura se pencha et murmura, « Elle tremble. » « Tu le vois. » Vincent serra les lèvres. « Si elle tombe, je la ferai chanter 3 fois de plus ce soir. » Laura ne répondit pas. Ses yeux étaient écarquillés, suivant chaque pas d'Ella. Sur scène, Ella s'immobilisa sous le projecteur et tournoya en rond, comme on le lui avait appris. Son sourire était forcé, comme cousu avec du fil et des aiguilles. Ses yeux brillaient de larmes, mais personne dans le public ne le remarqua. On ne voyait que la lumière se refléter sur le visage d'une enfant maquillée de paillettes. Dans les coulisses, Matthew se tenait derrière un rideau. À côté de lui se trouvait Paige, celle qui l'avait aidé à entrer. Il tenait toujours le mot de vœu d'Ella à la main. « Ça va ?» demanda doucement Paige. « Non. Mais je dois être là. » Un technicien a murmuré à Paige, « Cette fille a peut-être un problème. » Ses yeux sont rouges. Elle vacille. On dirait qu'elle a de la fièvre. Paige se tourna vers Matthew, inquiète. « Il faut que quelqu'un intervienne immédiatement. Je l'ai déjà signalé. » Teresa a déclaré, « Les agents de protection de l'enfance observent la situation à distance. Espérons qu'ils n'attendront pas qu'elle perde connaissance. » Sur scène, Ella acheva son premier défilé. Elle salua doucement les juges. Sa main gauche tremblait, agrippant l'ourlet de sa robe pour ne pas bouger. L'une des juges, Miss Caroline, experte en mode enfantine, se pencha pour murmurer à sa collègue. Elle a de beaux yeux, mais manque de présence. Elle semble malade. Probablement nerveuse. L'autre hocha la tête. Personne ne pensait à des abus. Personne n'imaginait un enfant forcé de marcher à reculons dans le noir, les mains liées, les jambes meurtries, pour maintenir sa posture nuit après nuit. Dans la salle de contrôle, Clara, agente de sécurité en coulisses, surveillait les caméras depuis des angles cachés. Elle ne participait pas à l'enquête, mais quelque chose dans le regard d'Ella attira son attention. Clara était une mère célibataire avec une fille à peu près du même âge qu'Ella. Lorsqu'Ella entra dans la lumière, Clara remarqua immédiatement sa boiterie, ses pas irréguliers et la façon dont elle tenait son bras légèrement rentré, comme s'il avait été blessé. Elle se tourna vers une collègue. Caméra 3. Zoom sur le bras gauche de la candidate Ella. Le collègue obtempéra. L'image agrandie révéla un tissu épais autour du bras, cachant quelque chose en dessous. Clara murmura, « Ce n'est pas naturel. On dirait que ça recouvre une blessure. » Elle se leva et attrapa sa radio. « Ici Clara, sécurité intérieure. Demande de coordination immédiate avec l'agent de protection de l'enfance intégré. Il y a un problème avec la candidate 27. » Au même instant, Ella se retourna pour rejoindre les coulisses. Elle n'était plus qu'à quelques pas de la fin de sa performance, mais ses pas hésitaient. Sa vision se brouillait. Les applaudissements dans la salle se transformèrent en un bruit lointain et étouffé.
Un faisceau de lumière blanche l'aveugla. Tout bascula. Paix jalta. Il y a quelque chose qui ne va pas. Matthew s'avança, mais un machiniste le bloqua. Ella essaya de faire quelques pas de plus. Ses genoux fléchirent. Elle tomba en avant. L'auditorium halta. Plusieurs personnes se levèrent. Vincent bondit de son siège, le visage pâle. Laura se couvrit la bouche, le regard fuyant. Les coulisses s'ouvrirent. Un médecin accourut. Clara se précipita de la régie vers la scène. Bougez. Je suis la sécurité. Je vais vérifier la fille. Ella resta immobile, les yeux grands ouverts, les lèvres pâles. Clara s'agenouilla près d'elle et souleva la manche. Sous le tissu se trouvait un large bleu-violet profond qui n'avait pas cicatrisé. Clara le vit et comprit instantanément. Cette fille a été battue. Elle se tourna vers le médecin. Appelez la police. Tout de suite. Vincent monta les marches en courant. C'est ma fille. Je vais l'emmener à l'hôpital. Clara le bloqua. Personne n'emmène cet enfant nulle part avant l'arrivée de la police. Qui es-tu, rugit Vincent. Agent de sécurité spéciale. Agent de protection de l'enfance certifié par l'État. Matthew fit irruption dans les coulisses. Il s'avança, tenant le papier plié qu'elle lui avait donné la veille. Elle a laissé ça derrière elle, dit-il d'une voix forte. J'ai la preuve entre mes mains. Elle ne veut pas se produire sur scène. Elle ne veut pas être mannequin. Elle veut juste vivre comme une enfant. Laura resta figée. Un instant plus tard, elle fondit en larmes et cria « Non. Ce n'est pas vrai. On s'occupe d'elle. On l'aime. » Clara leva la main d'une voix ferme. L'amour, ce n'est pas forcer son enfant à vivre comme une prisonnière. L'amour, ce n'est pas la forcer à se produire, à se maquiller et à subir des coups tous les soirs. La police est arrivée 10 minutes plus tard. 2 policiers sont montés sur scène. L'un d'eux a demandé « Qui est le tuteur légal de cet enfant ?» Vincent s'avança. « Je le suis. Vous êtes soupçonné de maltraitance infantile. Venez avec nous. » Laura a crié « Non. Il n'y a aucune preuve. On va porter plainte. » Matthew s'est approché et a remis une clé USB aux officiers. Ce film contient plus d'1 mois de séquences vidéo, et là est forcé de s'entraîner, battu et affamé. L'officier l'accepta d'un hochement de tête. Nous allons le sceller et l'examiner. Vincent cria, « Toi. Tu n'es qu'un voisin. Tu nous espionnais. » Matthew répondit fermement, « J'ai espionné pour sauver une enfant. Tu l'as forcée à vivre comme une marionnette, juste pour préserver ta réputation. » Ella fut transportée sur un brancard. Avant d'être embarquée dans l'ambulance, elle prit la main de Clara et murmura, « Ne me laisse pas retourner là-bas. » Clara lui serra la main. « Je te le promets. » Cette nuit-là, les médias ont explosé. Les gros titres ont inondé les sites d'information. Un jeune candidat s'effondre sur scène, suspicion de maltraitance grave. Monsieur Matthews était assis dans son salon, Evelyne et Philippe à ses côtés. La télévision rediffusait la scène où Clara raccompagnait Ella à l'ambulance. Les sous-titres lui serraient la gorge. Un voisin âgé, enregistré secrètement pendant des mois, a sauvé une jeune vie. Evelyne serra son mari dans ses bras. Philippe versa du vin. « Tu as réussi, Matthew, dit-il. Tu as gagné. » Il secoua simplement la tête. « Je n'ai pas gagné. Mais au moins, la fille n'est plus enfermée dans le noir. » Le lendemain matin de cette compétition chaotique, les journaux, de la Californie à Columbus, étaient remplis d'images de la petite Ella s'effondrant sur scène, accompagnée d'un flot de titres sensationnels. Un enfant candidat montre des signes de maltraitance lors d'un concours national. La fille en robe blanche, peau scintillante ou cicatrice cachée? Le voisin âgé, héros silencieux qui a sauvé une enfance volée. Dans une salle d'interrogatoire fermée du commissariat de police de Columbus, Vincent était assis en face de 2 inspecteurs, Grant et Anderson. Il portait une chemise blanche froissée, les mains légèrement menottées, mais son regard restait froid. « Nous avons examiné toutes les images de la clé USB envoyée par Monsieur Matthew. Avez-vous quelque chose à dire ?» demanda Anderson d'une voix posée. Vincent eut un sourire narquois. « Ça ne veut rien dire sans contexte. » « Contexte ?» Grant haussa un sourcil. « J'enseignais la discipline à ma fille.
Nous voulions qu'elle réussisse. Nous ne la battions pas, comme on le pense souvent. Alors comment expliquez-vous qu'on lui ait attaché les mains, enfermé dans une pièce sombre, forcé de marcher à reculons pendant des heures? Et les bleus sur tout son corps? Anderson se pencha en avant, la voix sèche. Vincent resta silencieux. Dans une autre pièce, Laura sanglotait en face d'une enquêtrice. Ses yeux étaient injectés de sang, du mascara coulait sur ses joues. J'ai simplement suivi les directives de mon mari. Je ne voulais pas faire ça à Ella. Je pensais juste. Je l'aidais, murmura Laura, sa voix se brisant sous le poids de la culpabilité. Vous avez masqué ses blessures avec du maquillage, a rétorqué l'enquêteur, les yeux flamboyants. Vous lui avez appris à sourire et à dire « je suis très heureuse » alors qu'elle était fiévreuse et tremblante. Vous appelez ça de l'aide? Non. Je ne savais pas quoi faire d'autre, murmura Laura. Vous le saviez, rétorqua l'enquêteur d'une voix glaciale. Vous auriez pu protéger votre enfant. Mais vous avez choisi le silence. Laura perdit ses forces. Elle laissa tomber sa tête sur la table et se mit à sangloter sans pouvoir s'arrêter, les épaules tremblant sous l'intensité de son chagrin. À ce moment précis, la petite Ella était soignée dans un hôpital pour enfants de la banlieue de Columbus. Elle avait été placée dans une unité spéciale de réadaptation psychologique, sous surveillance constante et sous surveillance constante. Des pédiatres et des spécialistes en traumatologie la surveillaient de près. Clara, la femme qui avait porté Ella hors de la scène, vint lui rendre visite. Ella était assise tranquillement, coloriant au crayon. Lorsqu'elle leva les yeux, ses yeux étaient encore empreints de peur, mais un calme fragile commençait à s'installer. « Clara » murmura-t-elle. « Oui, je suis là » dit Clara en s'asseyant à côté d'elle. « Comment te sens-tu » ? « Un peu mieux. »« Ils m'ont donné du porridge » répondit Ella d'une voix douce. « Et personne ne m'a obligé à mettre du rouge à lèvres. » Clara sourit doucement. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit hier, quand tu me tenais la main ?» Ella hocha la tête. « J'ai dit, ne me laisse pas retourner là-bas. »« Et je te l'ai promis, » dit Clara fermement. « Tu ne reviendras jamais. Tu es en sécurité maintenant, Ella. » Une larme coula sur la joue de l'enfant. Elle l'essuya, puis fouilla dans sa poche et en sortit un petit morceau de papier plié. « J'en ai fait un autre, » murmura-t-elle. Clara l'ouvrit. À l'intérieur, d'une écriture soignée, se trouvait une seule phrase. Cette fois, je veux apprendre les vraies lettres, pas comment agir. Le même après-midi, au poste de police, Monsieur Matthew a été invité comme témoin principal. Le lieutenant Grant le salua d'une poignée de main ferme. Monsieur Matthew, je tiens avant tout à vous exprimer la gratitude de tout le département. Sans votre action, cette affaire n'aurait peut-être jamais été révélée. J'ai seulement fait ce que tout le monde aurait dû faire, répondit Matthew, sa voix grave et ferme. Nous avons vérifié toutes les données, a poursuivi Grant. Le tribunal ouvrira une audience préliminaire dans 2 semaines. Êtes-vous prêt à témoigner? Oui, acquiesça Matthew. Je soutiendrai Ella jusqu'au bout. Merci. Encore une chose. Grant sortit une enveloppe et la lui tendit. Le maire souhaite vous décerner un certificat honorifique pour votre acte de courage. Matthew l'accepta mais ne lui offrit qu'un léger sourire. Un certificat n'effacera pas les bleus sur les bras de cet enfant. Mais si cela aide quelqu'un d'autre à m'écouter, je l'accepterai. Ce soir-là, un journal télévisé national spécial intitulé La Poupée l'y est diffusé à la télévision, il comprenait des images de la caméra cachée de Matthew, le témoignage de Clara et des déclarations de médecins légistes. À l'écran, la nation a vu les mains liées d'Ella, elle a été forcée de rester debout pendant des heures devant un cadre en bois, elle a été obligée de marcher à reculons et elle a entendu sa petite voix pleurer, « Je ne veux plus porter de rouge à lèvres ». Le programme s'est terminé par un discours simple mais profond de Monsieur Matthew. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un vieil homme qui n'a pas pu fermer l'œil pendant qu'un enfant pleurait derrière le rideau. Le lendemain matin, les réseaux sociaux ont explosé. Ses parents sont vraiment malades. Personne ne devrait appeler ça de la parentalité, c'est de la torture. Monsieur Matthew est le genre de modèle dont la société a besoin. Clara rendit de nouveau visite à Ella. Cette fois, elle apporta une boîte en carton blanc. « Qu'est-ce que c'est » demanda Ella, curieuse. « C'est un formulaire d'adoption. Si tu es d'accord, j'aimerais devenir ta mère, officiellement. » Les yeux d'Ella s'écarquillèrent d'étonnement. « Maman ?
Clara hocha la tête en souriant chaleureusement. Une maman qui cuisine avec toi, t'emmène à l'école, te pousse sur la balançoire au parc. Pas de rouge à lèvres. Pas de comédie. Tu peux juste être toi-même. Sans hésitation, Ella jeta ses bras autour de Clara et, pour la première fois, cria à haute voix. Je veux une vraie maman. Une semaine plus tard, l'audience préliminaire eut lieu. Vincent et Laura étaient assis, raides, au banc des accusés. De l'autre côté de la salle, Matthew, Clara et la psychologue pour enfants d'Ella étaient assises ensemble au premier rang. Le procureur a diffusé la vidéo et lu à haute voix le rapport psychologique. Ella souffre d'un trouble anxieux sévère, présentant des symptômes de stress post-traumatique en raison d'une exposition prolongée à un environnement psychologiquement et physiquement abusif. L'avocat de la défense de Vincent s'y est opposé. Aucun acte de violence n'est suffisamment grave pour justifier une accusation de blessures intentionnelles. Le procureur a répliqué, les yeux rivés sur Vincent. Alors vous pensez qu'attacher une enfant de 8 ans à une chaise, la forcer à marcher à reculons et à sourire tout en ayant de la fièvre, c'est de l'amour? Vincent resta silencieux. Le juge a frappé du marteau. Voilà qui conclut les plaidoiries. L'audience reprendra la semaine prochaine avec les témoignages de témoins et d'experts sociaux. Matthew serra fermement la main de Clara. Nous y sommes presque. Clara sourit. Et Ella sourit vraiment maintenant. Par une froide matinée d'hiver, la salle d'audience, simple et sans prétention, était plus bondée que d'habitude. Les derniers rangs étaient remplis de journalistes, d'intervenants sociaux, de défenseurs des droits humains et d'habitants de Columbus ou des personnes qui suivaient l'histoire d'Ella depuis sa révélation. Clara était assise au premier rang, serrant fermement la main d'Ella. La petite fille portait un pull blanc et une écharpe rose pâle. Son sourire, bien que discret, était désormais sincère, plein de vie. « Tu n'as pas peur, n'est-ce pas » murmura Clara. « Je te tiens maintenant » répondit Ella, le regard fixé droit devant elle. « Je n'ai plus peur. » La juge entra dans la salle d'audience. Elle était à la tête du tribunal pour mineurs du centre de l'Ohio. Après des années à traiter des affaires d'abus, peu d'entre elles avaient autant hanté son esprit. Nous entamons maintenant la prochaine partie de l'audience, les témoignages des représentants sociaux et des experts évaluateurs. Le docteur Martin, spécialiste en psychologie infantile, s'est levé. Sa voix était assurée. Je confirme qu'Ella a subi un grave traumatisme psychologique dû à un comportement coercitif et contrôlant déguisé en éducation artistique. Elle a déjà exprimé des pensées autodestructrices. Les images vidéo, ses dessins et ses déclarations correspondent à un trouble anxieux complexe. A-t-elle une chance de se rétablir complètement, a demandé le procureur. Si elle est placée dans un environnement sans pression, avec un amour et des soins sincères, a répondu le docteur Martin, elle peut se rétablir complètement et se développer normalement. Clara a été appelée à la barre. Vous avez été le premier à prendre la parole le soir du concours? Oui. Je faisais partie de l'équipe de sécurité de la scène. J'ai remarqué la démarche raide d'Ella, son comportement anormal et ses signes physiques de blessure. Lorsque j'ai découvert des ecchymoses sur son bras et son cou, j'ai immédiatement alerté la police. Quelle est votre relation avec l'enfant maintenant? Après son sauvetage et son hospitalisation, je lui ai rendu visite régulièrement. J'ai depuis déposé une demande d'adoption. D'en bas, Ella leva les yeux vers Clara, ses lèvres articulant silencieusement « Merci ». Le procureur s'est tourné vers Vincent et Laura. Avez-vous quelque chose à dire avant la condamnation? Laura se leva la première. Son visage était pâle, démaquillé et bien loin de la femme fière qu'on voyait autrefois sous les projecteurs. Je suis désolé. Je croyais que la pression était de l'amour. Je pensais l'aider à échapper à la médiocrité. Mais j'ai oublié ce n'était qu'une enfant. Sa voix se brisa. J'en assume toutes les conséquences. Vincent se leva également, bien que ses yeux restèrent froids et calculateurs. Je voulais seulement que ma fille réussisse. Le monde est brutal. Si elle ne se démarque pas, elle sera laissée pour compte. En l'affamant, en la frappant, en la forçant à marcher à reculons pendant des heures chaque nuit, coupa le procureur d'une voix glaciale. Vincent ne dit rien. Le juge écrivait en silence. Le silence régnait dans la salle d'audience. Après une longue pause, elle frappa le marteau. Ce tribunal condamne Vincent Parker à 2 ans et 6 mois de prison pour maltraitance systématique d'enfants et obstruction à la preuve. Laura Robinson est condamnée à 1 an et 6 mois de prison avec sursis, sous surveillance dans la communauté,
et doit suivre un programme de réadaptation pour les droits de l'enfant. Les droits parentaux des deux accusés sont définitivement révoqués. Ella sera confiée à la garde légale de Madame Clara Morgan, en attendant les procédures d'adoption. La pièce vibra d'émotion. Ella serra fort la main de Clara. Une larme coula sur sa joue, mais cette fois, c'était une larme de soulagement. 3 mois plus tard, le petit appartement de Clara était baigné de couleurs. Au mur, les dessins d'Ella, un jardin avec une balançoire, 2 adultes debout à côté d'une fillette coiffée d'un bonnet d'hiver. En haut, en lettres grasses, la jeune fille avait écrit « Ceci est ma nouvelle famille ». Clara préparait le petit déjeuner, l'odeur du pain grillé emplissait la cuisine. « Il est temps de se réveiller, petit artiste », cria-t-elle. Ella est sortie en courant, les cheveux en 2 couettes, portant un sweat à capuche avec un hibou dessus. « Aujourd'hui, cours d'art, je veux te dessiner, toi et Monsieur Matthew. » Ella sourit. « D'accord. Mais assure-toi de lui donner des joues roses. Il s'émeut encore très facilement, gloussa-t-elle. Il m'a envoyé des graines de fleurs. Je les ai déjà plantées. » Le petit déjeuner s'est terminé avec Ella embrassant Clara sur la joue avant de se rendre à l'école. Dans sa nouvelle école, Ella fut accueillie chaleureusement. On l'encouragea à lire de la poésie, à peindre, à construire avec des blocs ou des choses qui n'avaient jamais existé dans son ancienne vie de performance forcée. Un jour, l'école a organisé une conférence inspirante. Clara a été invitée à prendre la parole. Sur une simple scène, entourée de quelques pots de fleurs, Clara se tenait devant une salle pleine, micro à la main. En bas, Ella était assise, entourée de ses nouveaux amis. Nous vivons à une époque où les projecteurs, les réseaux sociaux et le glamour nous font oublier une vérité toute simple, a commencé Clara. Les enfants ne sont pas des produits. Ils n'ont pas besoin d'être modelés ou polis pour briller. Ce dont ils ont besoin, c'est d'être entendus, protégés et aimés pour ce qu'ils sont. Un enfant autorisé à gribouiller librement sera 1000 fois plus heureux qu'un enfant obligé de rester debout pendant 2 heures avec un sourire collé au visage. Des applaudissements ont éclaté. Ella a souri et a fait un signe de la main. Après la conversation, un homme aux cheveux argentés s'est approché de Clara. C'était Monsieur Matthew. « Tu es arrivé sans prévenir » s'exclama Clara en le serrant joyeusement dans ses bras. « Philippe m'a amené. Je voulais voir par moi-même comment Ella allait. » Ella courut vers lui. « Regardez ça » dit-elle en brandissant un dessin d'elle-même, de Clara et de Matthew debout ensemble. « Tu m'as rendu un peu petit » a plaisanté Monsieur Matthew, les yeux embués. « Parce que tu n'as pas besoin de te tenir droit pour voir ce qui est juste » dit Ella avec un sourire. Clara les regarda tous les deux, le cœur rempli. Cet après-midi-là, alors qu'elle accompagnait Monsieur Matthew jusqu'à la voiture, juste avant qu'elle ne démarre, Ella est sortie en courant, tenant un papillon en papier. « Je veux que tu gardes ça. »« Quel genre de papillon est-ce » demanda-t-il. « Un vrai. Pas pour cacher quoi que ce soit. Juste pour voler. » Il l'a accepté. Cette fois, le journal ne contenait pas de mots douloureux, juste une courte phrase. « Je suis libre maintenant. » Cette histoire nous rappelle avec force qu'il ne faut jamais braquer les projecteurs sur les larmes d'un enfant. Les enfants méritent amour, protection et une véritable enfance, et non d'être transformés en instruments d'ambition pour adultes. Lorsque les adultes restent silencieux face à l'injustice, la cruauté prospère. Mais il suffit d'une seule personne, une seule, assez courageuse pour parler, comme Monsieur Matthew, pour que la vérité éclate et que justice soit faite. Un petit acte, motivé par la conscience, peut sauver une vie.